Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h14, l'heure Closier. Nous sommes avec notre invité, le PDG de Toyota France, Franck Marotte. Bonjour. Bonjour. Alors, on a appris hier que Stellantis refermait son usine à Sochaux, aussi son usine Opel à Saragosse. Est-ce que vous aussi, vous allez devoir fermer vos usines faute de composants ? Est-ce que vous allez mettre vos ouvriers au chômage technique ? Je rappelle que vos usines sont à Valenciennes. Alors, une de nos usines est à Valenciennes. On en a dans d'autres pays d'Europe. En l'occurrence, on a des indicateurs chez Toyota qui sont plutôt meilleurs, puisqu'on avait une prévision il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire avant la fermeture estivale, qui était à 88% à peu près de production par rapport à notre capacité théorique. Et au retour de vacances, les nouvelles sont plutôt bonnes en approvisionnement de pièces et on va se rapprocher des 100%. Ça a été le cas en août. Et c'est la prévision que l'on a pour les mois qui viennent. Donc pour les mois qui viennent, a priori, Valenciennes reste ouvert. Donc Valenciennes, bien sûr, sera ouvert. Il n'y a pas de chômage technique de salariés, de salariés, enfin de prévu en tout cas. En plus, on a des dispositifs qui sont un petit peu différents. Mais surtout, les prévisions de livraison à nos clients qui attendent en grand nombre nos véhicules sont plutôt bonnes. Et on revoit nos prévisions plutôt à la hausse par rapport à ce que c'était il y a 3 semaines. Mais quand on voit les annonces de Stellantis, plus l'ensemble des chiffres sur le marché des ventes de voitures neuves en France, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours optimiste et vous prévoyez toujours des ventes records ? Alors on prévoit toujours pour Toyota de vendre autour de 115 000 voitures cette année, ce qui sera notre record historique. C'est-à-dire que vous allez, dans un contexte où le marché fait moins 20%, où tout le monde nous dit qu'ils n'ont pas de pièces, vous allez faire une année record On va faire une année qui sera probablement 10% au-dessus de l'année dernière. Ah oui. Ce qui est remarquable. Alors c'est évidemment le résultat d'un plan produit qui reste très dynamique. On a lancé au mois de juin l'Aigo Cross, un petit véhicule urbain qui remplaçait l'Aigo, et on est sur un segment d'accessibilité prix pour les clients, ce qui en ce moment reste un élément extrêmement important, et on rencontre un grand succès. C'est un segment duquel beaucoup de nos compétiteurs se sont retirés parce qu'ils n'y trouvaient plus une rentabilité suffisamment. Voilà, la petite voiture urbaine. Nous avons décidé d'y rester et nous y sommes maintenant presque seuls. Mais c'est un segment, encore une fois, qui, par son accessibilité prix, reste important. Vous avez quand même augmenté les prix, du coup, sur ce segment-là ? Alors, sur ce segment-là, oui, parce on est passé sur un véhicule qui est typé SUV, donc il y a toujours un premium de prix pour ce type de carrosserie. Mais néanmoins, on reste sur un véhicule qui est le plus accessible de notre gamme et qui est à des prix inférieurs aux véhicules du dessus pour nous et pour la concurrence. Donc le plan produit, bien sûr, comme toujours dans l'automobile, explique cette dynamique. Après, il y a globalement un dispositif industriel qui fonctionne plutôt bien. Alors même si les 6 premiers mois, on a connu une baisse d'immatriculation de 15%. J'ai vu 15%. Dans un marché qui est en baisse de 17%. Donc sur les 6 premiers mois, on a subi des problèmes industriels un petit peu comparablement à nos compétiteurs. Vous allez rattraper au second semestre. Mais on va rattraper au second semestre. Parce que vous avez comme 60 000 voitures à livrer, j'ai vu. On a 60 000 voitures à livrer, mais avec des usines qui tournent à plein, et le mois d'août a été très bon. On est en augmentation en immatriculation de 20% sur le mois d'août, isolé. Donc c'est vraiment le signe d'une reprise de ce point de vue. Et la période de septembre à décembre va être une période de forte immatriculation pour Toyota. Bon, alors on est en pleine révolution de l'industrie automobile avec l'électrification. Cette nuit, information très importante depuis la Californie, puisque la Californie, l'État de Californie va s'aligner sur l'Europe avec l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035. On écoute le sujet de Thomas Schnell tout de suite. C'est un plan historique qui est proposé en Californie. D'ici à 13 ans, voitures, camions et SUV thermiques seront exclus des ventes pour lutter contre le changement climatique. Dans l'État le plus peuplé des États-Unis, les autorités souhaitent réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre en accélérant la transition vers les véhicules électriques. 13 autres États américains se sont déjà alignés sur les normes d'émissions de gaz d'échappement en Californie parmi les plus strictes du pays. La nouvelle législation approuvée par l'Agence de la qualité de l'air californienne pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur l'industrie automobile et uniformiser la production. Aujourd'hui, les ventes de voitures électriques ne représentaient que 5,6% au deuxième trimestre. Le basculement vers l'électrique représente un enjeu majeur aux États-Unis où 4 Américains sur 10 souffrent de la pollution de l'air. L'American Lung Association, chargée de la prévention sur les maladies pulmonaires, chiffre à 1,2 milliard de dollars les économies sur la santé publique engendrées par la fin des véhicules thermiques. On a entendu l'ensemble du marché automobile dire qu'en Europe, ça n'était pas possible de tenir ces délais de 2035. Là, on voit qu'elle n'est plus seule. La Californie s'y met. Pour vous, c'est une bonne nouvelle de marché ?
Alors, l'Europe a toujours été initiateur d'innovation automobile, et donc c'est une très bonne nouvelle que ça continue. Parce que bien sûr, la réglementation accompagne l'innovation, et le fait que la Californie initie un mouvement important sur un continent qui est un des 3 plus gros marchés mondiaux pour l'automobile, c'est évidemment une excellente nouvelle pour globalement, bien sûr, l'écologie, la contribution climatique de notre industrie. Après, ce qui est important, il a été dit par certains que l'étape de 2035 était impossible à atteindre. Côté Toyota, certains, dont Luc Châtel de la plateforme de l'automobile, auquel vous appartenez et qui est venu sur ce plateau pour dire c'est une folie. Oui. On va ruiner l'industrie automobile européenne. Alors, la parole de Toyota est la suivante. C'est évidemment une ambition très forte qui nécessite de nombreux accompagnements et de nombreux investissements des industriels, ce que nous sommes en train de faire. Toyota investit 9 milliards d'euros par an pour aller justement vers cette transition du thermique vers autre chose. On a été l'initiateur il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans maintenant, avec l'hybride, de l'électrification des véhicules. Donc on a commencé ce parcours bien avant que la réglementation nous l'impose. On est confiant et on a un plan produit qui s'inscrit pour répondre aux exigences réglementaires. Lexus arrêtera de commercialiser des véhicules avec un moteur thermique à partir de 2030 en Europe, et Toyota le fera en 2035. Ça veut dire que petit à petit, on va basculer de l'hybride, qui est aujourd'hui l'écrasante majorité de nos ventes, vers de l'électrique à batterie à hydrogène, pour arriver au zéro émission complet en 2030 et en 2030. Donc vous serez prêts ? Nous serons prêts. Alors Franck Marotte, Toyota en France, cette belle histoire de la réindustrialisation et des voitures made in France, est-ce que vous allez faire la même chose avec les véhicules électriques ? Est-ce que, comme Stellantis, est-ce que comme Renault, vous êtes déjà sur des plans de gigafactory, vous savez où vous allez avoir vos batteries, et est-ce que les voitures électriques seront fabriquées, assemblées en France ? Alors la stratégie industrielle de Toyota dans le monde et en Europe en particulier, et en France encore plus spécifiquement, historiquement, a été de localiser sa production là où sont ses marchés principaux. Et c'est ce qu'on a fait donc avec 75-80% de nos ventes européennes qui sont faites avec des productions européennes. Donc évidemment, cette stratégie ne va pas s'inverser. Ça veut dire que le jour où nous vendrons 100% de véhicules zéro émission en 2030 pour Lexus, en 2035 pour Toyota en Europe, bien entendu, le dispositif industriel se sera adapté pour cela et pour continuer, encore une fois, à localiser. Vous êtes patron de Toyota France dans le Comex Monde. J'imagine que vous êtes en train de défendre vos usines françaises et de dire il faut qu'on assemble à Valenciennes. Est-ce que ce sera le cas ? Alors, Valenciennes, on vient d'y réinvestir des montants extrêmement significatifs pour faire un deuxième véhicule, la Yaris Cross, qui est produite depuis un peu plus d'1 an à l'usine de Valenciennes. Donc il y a eu plus de 400 millions d'euros d'investis dans cette usine. Ça veut dire que c'est un dispositif industriel dans lequel Toyota mondialement croît, avec des volumes très significatifs. On a un capacitaire de 300 000 véhicules par an à Valenciennes, ce qui en fait l'une des plus grosses usines automobiles en France, toutes marques confondues. Et donc, cette usine, qui a une pérennité désormais affirmée, eh bien, elle s'intégrera dans ce dispositif. Sous quelle forme, ça reste à définir. Pas arbitré encore. Ça reste à définir. Bon, vous allez vous battre. Mais bien sûr, on va se battre. Bon. Et bien sûr, tous les employés de Valenciennes, au quotidien, font tout le nécessaire pour que la compétitivité soit au rendez-vous. Vous allez vous battre, mais parfois la politique aide aussi. Dans le plan Biden pour l'électrification des véhicules, il y a un volet qui va obliger les constructeurs à construire sur place et avoir des usines de batteries sur place. Alors, la relocalisation industrielle, c'est évidemment quelque chose qui est très à la mode, et chaque continent et chaque pays à l'échelle européenne essaye de tirer son épingle du jeu dans ce domaine. Les gigafactories, il y a beaucoup de discussions. Les constructeurs français ont prévu d'investir et ont commencé des investissements. Toyota, à ce stade, importe ses batteries d'Asie. Nous avons des partenariats historiques qui sécurisent d'abord l'approvisionnement, parce que c'est évidemment très important. Mais évidemment, il y aura des réflexions à partir du moment où le pourcentage de vente va augmenter. Il y aura des réflexions. Il faudra relocaliser les usines de batteries. C'est intéressant de vous écouter parce qu'on sent bien que, on ne veut pas vous mettre dans une situation inconfortable, et qu'il y a un vrai débat, j'imagine, au sein de Toyota Monde pour savoir effectivement où on va localiser la future industrie automobile de demain. C'est-à-dire où est-ce qu'on va assembler les voitures électriques, où est-ce qu'on va fabriquer les batteries. Après, l'Europe met quand même beaucoup d'argent sur la table, quand même. Bien sûr, non, mais on a eu les mêmes débats lorsque le mix de nos ventes a basculé massivement vers l'hybride. On a eu le même débat sur la localisation d'un certain nombre de composants, d'organes qui constituent nos véhicules hybrides. Et on a fini par localiser chez Toyota, en Pologne en l'occurrence, un certain nombre d'éléments qui constituent notre système hybride.
On aura les mêmes débats forcément pour les voitures électriques, c'est naturel. Après, c'est une équation économique. Il y a aussi des problèmes de fournisseurs, c'est-à-dire qu'il faut trouver les bons fournisseurs avec le bon niveau de qualité, parce que je rappelle que dans l'ADN de la marque Toyota, il y a toujours d'avoir la meilleure qualité du marché. Et donc, il faut trouver les bons fournisseurs aussi pour les batteries, pour réaliser cet objectif. Et donc tous ces paramètres sont pris en compte avant de basculer éventuellement vers de l'industrialisation locale. On peut parler de prix aussi parce qu'on parle beaucoup d'inflation et vous avez dû forcément répercuter sur vos prix la hausse des composants, des matières premières, de l'énergie. D'ailleurs, quand on voit les résultats financiers des groupes automobiles, on se dit que la répercussion a été généreuse parce que jamais les marges n'ont été aussi confortables et les résultats des grands groupes sont assez élevés. Est-ce que vous n'avez pas profité pour augmenter plus les prix que les coûts? Alors, la réponse est non. Si vous regardez les résultats de Toyota, alors déjà, il y a toujours un décalage. Pardon. On a réalisé un résultat économique mondialement de 22 milliards d'euros sur l'année fiscale qui s'est clôturée au mois de mars de cette année. On a annoncé, pour l'année fiscale qui est en cours et qui se terminera en mars 2023, 17 milliards. Ça veut dire une baisse de 10% de notre résultat net. Ça veut dire que l'on n'a pas tout répercuté dans la hausse des coûts que l'on subit. Parce que l'essentiel des 5 milliards que l'on perd, et ça a été annoncé lors des prévisions qui ont été données, l'essentiel vient de la hausse du coût des matières premières et des coûts logistiques, qui sont considérables depuis plusieurs mois. Ça veut dire que l'inflation constatée globalement dans le pays par les consommateurs, elle est encore plus forte pour nous sur les matières premières et sur la logistique. Après, qu'est-ce que l'on fait sur les prix? Effectivement, on a augmenté nos prix plus fortement depuis le début de l'année pour répercuter, tant que faire se peut, une partie de ces hausses de coûts que l'on constate. En combien en moyenne? De combien à peu près? Depuis le début de l'année, on a augmenté en moyenne de 5%. Ce qui est plus que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on est plutôt sur 2% sur une année complète. Donc, on est à peu près un peu plus du double. Et là, vous n'excluez pas d'augmenter de nouveau les prix avant la fin de l'année? On va regarder ce qui se passe parce qu'on a aussi, bien sûr, on n'est pas encore leader de ce marché. Donc, on regarde ce que font les leaders. Bien sûr. Et on essaye de rester compétitif en France, 6% de part de marché par rapport à ce qu'ils font et surtout compétitif par rapport à ce que demandent nos clients et par rapport à nos objectifs de vente. Un mot de la rentrée sociale. La pression est assez forte sur les salaires dans toutes les entreprises. Est-ce que vous avez rouvert les NAO chez vous? Est-ce que vous avez des demandes d'augmentation salariale forte? Alors j'entendais encore ces jours-ci que la hausse moyenne des cadres en 2022 constatée, c'est 3% en France. Toyota est globalement dans ce trend-là. Donc ça veut dire qu'on contribue au pouvoir d'achat de nos collaborateurs de manière raisonnable parce que là encore, on a une équation avec des hausses de coûts un petit peu partout et une baisse de rentabilité. Donc on est obligé d'avoir une gestion saine de notre entreprise pour pouvoir continuer à investir pour faire des voitures zéro émission en 2030. Mais en cette année, cette rentrée, les salariés vous disent 3%, c'est bien, mais l'inflation, c'est 6 ou 7. Et on aura évidemment des discussions avec des NAO qui vont venir. Alors on n'en a pas encore ouvert, mais les discussions, bien sûr, vont venir. Et pour le coup, on reprendra les chiffres de l'inflation constatés à ce moment-là. Et on aura des mesures qui seront adaptées. Et vous ressentez une tension ou pas? Alors, il y a deux paramètres. Il y a un paramètre d'abord qui est un marché de l'emploi, en particulier des cadres, qui est extrêmement dynamique. Donc incontestablement, il y a une fluidité de l'emploi qui est beaucoup plus forte qu'il y a quelques mois. J'allais dire, c'est tant mieux pour les collaborateurs. Alors nous avons, chez Toyota France, côté commerce, une majorité de cadres. Dans l'usine de Valenciennes, effectivement, une population qui est majoritairement non cadre. Donc cette population-là, déjà, elle est plus sédentaire géographiquement, historiquement. Donc les conditions sont un petit peu différentes. Mais pour les cadres, on sent une fluidité du marché qui est beaucoup plus forte. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire qu'il y a plus de départs qu'avant ? Oui, il y a globalement un turnover qui a tendance à augmenter, je pense, dans toutes les entreprises. C'est vrai, dans toutes les entreprises. Si je prends les chiffres de Toyota France, côté commerce, on avait un turnover aux alentours de 5% qui était très faible, une très bonne loyauté de nos collaborateurs. On s'approche aujourd'hui des 10% si je regarde les 3-4 derniers mois. Donc c'est plus élevé. Ouais, ça vous inquiète ? Alors ça veut dire qu'il faut qu'on recrute. Et là aussi, c'est une complexité parce que... 10% c'est beaucoup, hein. Oui, alors ça reste, je pense, inférieur à la moyenne nationale, surtout en ce moment, parce que l'entreprise reste attractive. Mais bien entendu, le nombre de départs augmente un petit peu et les difficultés pour recruter sont plus importantes. Et on sent effectivement dans les recrutements de l'appétence pour des rémunérations plus élevées. Alors il n'y a pas que la rémunération. Et en particulier avec les jeunes générations, il y a un certain nombre d'attentes en termes de bien-être, d'équilibre de vie,
de télétravail, parce que ces paramètres-là sont désormais complètement dans le jeu des discussions lorsqu'on recrute des jeunes collaborateurs. C'est-à-dire que vous recrutez quelqu'un de jeune, on vous dit combien de jours de télétravail dans la semaine, c'est ça? Oui, c'est une discussion qui est relativement systématique maintenant. Il y a eu le phénomène des RTT il y a quelques années. On retrouve ce type de discussion maintenant avec le télétravail. Mais c'est normal, c'est l'évolution des choses. Le Covid est passé par là. On a tous été révolutionnés dans nos modes de fonctionnement, dans nos mentalités. Et les jeunes, qui sont en général les plus moteurs des changements, eh bien, bénéficient de cela, en parlent et ont des attentes. Et je pense que ça participe aussi à leur équilibre de vie.